Comme remarqué d'entrée dans ces arguments sont comme une nécessité absolue de détruire pour faire une ville moderne, parce qu'on veut ressembler à une métropole occidentale. Ces arguments eux-mêmes sont repris d'une autre étude de Heiringer de 1980 qui s'intitule 20 ans de politique urbaine à Abidjan ou la tentation de l'urbanisme intégral. Cette étude trace aussi l'évolution de l'urbanisation des communes d'Abidjan pour ceux que ça pourrait intéresser. Donc, toujours avec Bouquet et Cassis Jojo, on peut encore citer les formes que revêtait à Abidjan l'habitat spontané selon Heiringer de 1969 n'étaient absolument pas acceptables du point de vue de l'urbanistique. Il était donc impossible de composer avec ces verrues sans les bouleverser par le moyen le plus brutal, les passages de bulldozers. Ces constructions étaient implantées dans un mépris total des conditions topographiques, investissant tour à tour les pentes raides, les bas-fonds ou les plateaux non viabilisés, à Djamé, à Tekoubé, ou s'établissant sur des terrains mal drainés et parfois inondables, Port Boué, Koumassi, Makori. Fin de citation. Bon, peut-être que Maman Bulldozer est un épithète issu d'une coïncidence. Ce qui est cependant certain, c'est l'existence d'une historicité indéniable du terme bulldozer dans le contexte ivoirien, comme outil matériel et psychologique de déguerpissement conséquent et sans état d'âme. De un, pour graver un réflexe de crainte induit par un traumatisme dans la tête des personnes, et de deux, pour donner une leçon de punition impitoyable aux prochains dans les mêmes situations d'occupation de l'espace, ou des villageois qui seraient tentés de devenir eux aussi de nouveaux Abidjanais. Je laisse ici le deuxième argument bien conscient, donc les arguments de manquement topologique pour le déguerpissement des populations, parce que ce sont des arguments qui sont assez discutables, comme je l'expliquerai dans un instant dans la troisième partie. On pourra donc retenir des motivations des déguerpisseurs, la volonté d'ériger Abidjan en une ville moderne à l'image des villes occidentales. Les déguerpis, eux, veulent exprimer par l'occupation anarchique, entre guillemets, des lieux de déguerpissement, leur droit naturel, traditionnel et africain d'aller et de venir et de s'installer où ils veulent. Cet impulse est donc difficilement explicable avec l'œil occidentalisé, n'ayant aucune référence épistémologique de l'âme historique africaine dans son espace vierge. Même les auteurs Bouquet et Kassi Jojo, qui développent plus d'arguments pour les déguerpisseurs que pour les déguerpis, argumentent lorsque survint la crise économique en 1980, l'État fut obligé de suspendre son projet urbain visant à faire d'Abidjan une ville moderne et attirante à tout égard. Même si à cette époque déjà, elle ne présentait ni continuité, ni homogénéité, c'était 2003 et 2006, autant sur le plan architectural que sur celui des fonctions remplies. Fin de citation. Ces auteurs-là reconnaissent donc ainsi la persévérance de l'expression temporelle et spatiale de la tradition africaine. Par l'échec des déguerpissements antécédents à la crise économique de 1980, à cause justement de la primauté naturelle de l'africanité sur l'urbanisation moderne qui leur est offerte. Aussi, d'après toujours Bouquet et Kassi Jojo, à ces préoccupations urbanistiques de l'État s'est opposée la nécessité de survie des groupes économiques les plus vulnérables dont les activités informelles constituaient l'essentiel de leurs revenus. Cette perception de l'espace public a permis son occupation de manière spontanée par l'habitat précaire, puis par de petites activités commerciales et artisanales tolérées par les autorités jusqu'à la fin de la décennie de 1980. Avec l'aggravation de la crise économique, les sociétés immobilières publiques qui avaient en charge la construction des logements
Leur embellissement et leur entretien n'ont plus eu les moyens de le faire. Les rues, les jardins et les espaces verts qui étaient quotidiennement entretenus ne l'ont plus été. Ce fut la porte ouverte à toutes sortes de pratiques sur le domaine public. Fin de citation. Bon, après le deuxième argument est fallacieux. Ce n'était pas la faute aux déguerpis si des agences immobilières ont fait faillite. Cependant, la dangerosité de ce genre d'argument n'est pas à négliger, surtout lorsqu'il s'agit de leur conférer de la substance, de la véracité et de l'applicabilité qu'ils n'ont pas, quelquefois aussi pour masquer des motivations d'action plus lugubres et inhumaines, tout comme les arguments de manquement topologique comme annoncé plus tôt. Parce que l'aménagement du territoire avec des infrastructures adéquates révèle la responsabilité entière des gouvernements. Les aménagements doivent en tout temps impérativement suivre l'évolution de la population, en plus de la marge de manœuvre qu'on a avec la création parallèle de pôles économiques alternatifs pour réguler les flux migratoires lorsque celles-ci préviennent d'être incontrôlables. Une urbanisation surtout centralisée comme la région d'Abidjan l'est entraîne toujours automatiquement une concentration accrue des candidats à l'habitat. Sur ce, je reviendrai dans la dernière partie. Donc, un afflux exagéré de population est un paramètre prévisible dans les plans urbanistiques, comme l'indique aussi Haringer, citation. Or, la création urbaine dans un pays neuf revêt un caractère particulier du fait qu'elle n'a pas tant pour fin de répondre à une évolution démographique ou sociale interne que pour faire face à une poussée démographique d'origine extérieure, c'est-à-dire, à proprement parler, au phénomène de peuplement. Fin de citation. Les conséquences sociales de ces déguerpissements-là sont diverses et elles touchent presque tous les compartiments des couches sociales impactées. Les conséquences sûrement positives pour les déguerpisseurs ne sont pas d'intérêt ici à cause de l'inférence d'un cynisme qui les accompagne. Déjà, les déguerpis sont souillés de manière ostentatoire dans leur dignité et leurs droits humains les plus élémentaires. Des 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies, donc des articles que tous les humains sur cette planète, sans distinction aucune, ont impérativement. J'en cite quelques-uns pour attirer les déguerpisseurs sur la gravité de leur action et leur permettre ainsi de rectifier leur démarche. Article 3. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Article 5. Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Article 6. Chacun a le droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique. Article 7. Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination. Article 8. Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution ou par la loi. Article 9. Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. Article 12. Nul ne sera l'objet d'immixtion arbitraire dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteinte à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. Article 13. 1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. 2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Article 17. 1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. 2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
article 19, tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Fin de citation. Les articles 23, droit du travail, 25, droit à la santé ou encore 26, droit à l'éducation sont tout aussi des droits fondamentaux de l'homme.